Vous êtes en direct sur la chaîne Twitch de Sunday Night Sport et dans ce live, nous allons nous intéresser aux impacts de la pollution sur la santé mais aussi la performance des coureurs et comment nous, coureurs et coureuses à pied, on peut agir en faveur de la nature. C'est parti. Bienvenue au Paris Running Festival, l'événement qui imagine le sport de demain pour le rendre plus durable et plus éco-responsable. Cet événement est rendu possible grâce au soutien de On Running et de iron.fr. Bienvenue au Paris Running Festival et dans cet échange, nous allons en première partie d'émission nous poser ces questions. Quel est l'impact de la pollution urbaine sur la santé des coureurs ? S'expose-t-il à un surrisque d'accident ? Et au-delà de l'aspect santé, est-ce que la pollution peut aussi avoir un impact sur nos chronos, sur notre performance sportive ? Et en deuxième partie d'émission, nous allons réfléchir au rôle que peuvent jouer les pratiquants de course à pied dans la protection de la nature. Et pour nous accompagner dans cet échange, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Frédéric Bellouze, entraîneur du Stade français athlétisme et co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur. Fred, comment vas-tu ? Est-ce que tu es prêt à nous partager ton expérience ? Toi qui es entraîneur dans un club parisien, donc a priori la pollution, tu dois connaître le sujet. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est dans des conditions très particulières et j'y reviendrai sur Paris pour s'entraîner. Et justement, ça amène un certain nombre de réflexions et d'adaptations que je partagerai avec grand plaisir. Nous sommes aussi en compagnie de Nicolas Lemonnier, le fondateur de Run Ecotine, l'association qui a séduit Mark Zuckerberg, le fondateur d'une petite entreprise qui s'appelle Facebook. Nicolas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment ça va ? Très bien, merci à vous pour nous avoir invités et parler de sport et d'environnement et de préservation de la planète. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et enfin, nous sommes en compagnie de Benoît Pével, qui est chargé du dispositif Suricat, qui met en relation les pratiquants de sport d'outdoor et les gestionnaires de lieux de nature pour préserver la biodiversité des espaces naturels. Vous allez voir, c'est assez incroyable ce que fait Benoît. Benoît, merci beaucoup de t'être déplacé jusque dans la capitale. J'espère que c'est pas trop pollué pour toi aujourd'hui. Je crois que ça fait t'as pris un peu le train, tu viens un peu loin pour venir jusqu'ici sur le plateau. Alors effectivement, je viens d'Ardèche, c'est un petit peu moins pollué, mais en tout cas, c'est avec plaisir de venir sur ce plateau. Je le disais en introduction, Frédéric, tu es entraîneur dans le célèbre club parisien, le Stade français athlétisme. Et il y a quelques années, tu as cherché à mesurer et à connaître l'impact que peut avoir la pollution sur la santé et la performance de tes athlètes. Je sais que c'est un sujet qui t'est cher. Je sais aussi que c'est pas forcément évident de trouver des informations, des études sur ça. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de vraiment t'intéresser à cette question-là ? Parce que c'est vrai que dans le milieu du sport, pas tous les entraîneurs s'intéressent à ces questions-là. Je dirais que en fait, ce qui m'a amené à me poser ces questions-là, c'est tout d'abord de l'inquiétude. Alors, il y a un tout. On voit bien que depuis plusieurs années, les messages d'alerte sur les pics de pollution, que ce soit l'été ou l'hiver, pour des raisons différentes, je vais pas trop m'appesantir là-dessus maintenant, se multiplient. Et du coup, on se pose la question, finalement, par rapport aux athlètes, est-ce que, entre guillemets, on les met en danger ou non ? Parce que je rappelle, certains vont peut-être l'apprendre, mais lorsqu'on est éducateur sportif, on a pour obligation, évidemment, d'entraîner et de faire pratiquer le sport et les activités physiques, tout en préservant l'intégrité physique et psychologique des gens qui sont à notre charge. C'est un peu notre serment d'Hippocrate à nous, en tant qu'éducateurs sportifs. Donc évidemment, quand on a ces messages d'alerte et que les pouvoirs publics nous disent de faire attention, on se questionne, et je dirais justement qu'on se questionne encore plus, notamment quand on entraîne à Paris ou dans certaines grandes métropoles françaises, puisque à Paris, la spécificité, c'est que l'ensemble des stades d'athlétisme, à une exception près, sont construits tout autour du périph'. C'est-à-dire que vous entraînez et puis même pas 200 mètres plus loin. Et 200 mètres, je suis gentil, parce que des fois, de la piste, on voit les voitures qui passent. Je te laisse imaginer les conditions d'entraînement, surtout que les entraînements ont lieu le soir, donc au moment où la pollution atmosphérique est la plus intense. On peut considérer que l'air n'est pas forcément propice à un entraînement en toute sécurité. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a amené dans un premier temps à me questionner. Est-ce que je mets très concrètement la vie de mes athlètes en danger ? Ça a beau être des athlètes élites, il faut quand même veiller à leur santé sur le long terme, parce qu'à un moment ça aura des conséquences.
Et parallèlement, il y a toutes les modifications du climat qu'on peut voir et qui modifient les conditions d'entraînement. On voit que les hivers sont de plus en plus doux. Sincèrement, on le voit très concrètement en entraînement, parce que quand au mois de décembre, vous avez des athlètes des fois qui se retrouvent en short t-shirt. Vous avez beau vous dire qu'ils ne sont pas très frileux, il y a quand même un petit signe du fait que les températures sont un peu clémentes. Et du coup, quand on recherche, on s'y intéresse. Moi, j'ai quand même vu que depuis 2013, on a vécu 3 des 4 hivers les plus doux depuis le début du XXe siècle. Ce qui est quand même un signe. Et idem sur l'entraînement estival qui à un moment doit être adapté parce qu'il se fait dans des chaleurs de plus en plus importantes avec toutes les conséquences qu'on va développer. Et du coup, il faut pas le nier, la météo, en plus, en dehors des conséquences de pollution qu'elle peut avoir, entraîne aussi des modifications nécessaires de l'entraînement parce qu'elle a un impact sur l'entraînement et les adaptations physiologiques des athlètes. C'est des choses que je constate moi aussi. C'est vrai, tu le disais, ça fait 3 ans qu'on a eu des hivers qui sont assez doux. Ça fait 3 ans que moi, à titre personnel, j'ai pas touché à mes affaires d'hiver qui sont au fond de ma cave parce que en fait, j'en ai presque plus besoin. Il y a peut-être une semaine où il va pas faire très très frais, mais on réalise l'impact de la pollution. Tu parlais des stades d'entraînement, aussi les quais à Paris qui sont souvent à proximité des zones qui sont assez polluées. Alors moi, je m'entraîne à Levallois, il y a une station essence à côté de la piste d'athlétisme. Alors au début, on sent pas trop l'odeur de l'essence, mais je t'assure qu'après à 7 ou 8 fois 400, tu sens plus que ça en fait. Et là, tu te dis quand même, c'est peut-être que les poumons, c'est quand même pas terrible. Est-ce que tu penses que les choses se sont aggravées depuis quelques années pour les sportifs ? Alors, au-delà du fait de le penser ou pas, moi j'ai un peu regardé de manière un peu, entre guillemets, objective les choses et je me suis intéressé sur Paris. On a un organisme qui s'appelle Air Paris qui nous donne un certain nombre d'éléments pour l'Île-de-France. La tendance est de manière peut-être un peu surprenante, elle est globalement à la baisse pour la plupart des polluants depuis les années 90. Si par exemple on prend le dioxyde de soufre, leurs émissions ont quasiment disparu de la région francilienne. Alors ça, c'est essentiellement lié au fait que les grosses industries ne sont plus localisées dans cette région-là. Mais néanmoins, il faut pas se leurrer non plus, les voyants sont loin d'être au vert. Et si on prend certaines particules, des particules fines, très fines, telles que les PM10, PM2,5, qui sont donc ces fameuses particules qui pénètrent plus facilement dans les poumons parce qu'elles sont fines et ultra fines, on voit qu'on dépasse largement les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Juste à titre d'exemple, l'OMS préconise de ne pas dépasser la limite pour les PM10 et PM2,5, la limite de 50 microgrammes par mètre cube, plus de 3 jours par an. Eh bien, au niveau de la porte d'Auteuil, qui n'est pas si loin du lieu où on est actuellement et qui est à côté d'un stade où justement le Stade français entraîne, pour l'année 2019, cette limite a été dépassée 51 fois. Donc vous avez bien entendu que l'OMS, c'est pas plus de 3 fois, et sur l'année 2019, c'est dépassé 51. Donc on a un vrai souci. Parce que ce sont, comme je le disais, des particules fines qui s'infiltrent profondément dans les poumons et de manière plus facile, qui sont logiquement, sensiblement plus nocives pour la santé, et en particulier celle des coureurs, puisque lorsqu'on court, et notamment lorsqu'on court sur une piste d'athlée, c'est on va fractionner pour les connaisseurs, et donc du coup on est en hyperventilation. En plus, on respire avec le nez. Et le nez, c'est un filtre naturel. Et évidemment, quand on court, on respire avec la bouche. Et donc, on n'a plus du tout de filtre. Et ça peut poser des questions. Nicolas, Benoît, je sais que vous êtes aussi des sportifs amateurs. Est-ce que vous êtes vigilants aux pics de pollution ? Est-ce que vous faites attention à adapter vos entraînements à la qualité de l'air ? Est-ce que, même si vous connaissez peut-être un petit peu moins que celles et ceux qui nous écoutent dans les grandes villes, mais est-ce que c'est des choses auxquelles vous prêtez attention, ou même le climat ? Est-ce que vous avez marqué des constats, vous dans votre pratique sportive amateur ? Alors effectivement, je rejoins un peu tes propos, c'est-à-dire que les affaires d'hiver, elles prennent un peu la poussière. On voit bien que les hivers sont de plus en plus doux, et certes ça affecte les coureurs, mais sur les activités hivernales, que ce soit du ski nordique, des activités alternatives qui sont intéressantes pour les pratiquants de course à pied, on voit bien que la neige se fait de plus en plus rare, donc effectivement le climat change. Ensuite, pour une prise en compte des pics de pollution,
J'avoue que je regarde assez peu ces éléments-là, n'habitant pas proche d'une grosse agglomération. Je ne suis pas très vigilant par rapport à ça et c'est une chance que j'ai. Et toi, Nicolas, t'es pas à Paris, mais t'es aussi pas loin d'une grande ville, je crois, Je suis à Nantes et qui se développe bien. alors l'avantage à Nantes, c'est que très vite on peut sortir en fait du cœur de la ville et d'être dans la campagne. Donc pour les sorties vélo, parce que là je prépare un Ironman, donc je sors et je vais très vite en campagne pour éviter justement la pollution et puis la circulation. Ça, on va pas se le cacher. Pour la course à pied, c'est pareil. Il y a des voies vertes en fait qui nous permettent de sortir déjà de la ville et d'accéder à une nature qui est nettement, avec une pollution qui est nettement moins présente. Donc ça, c'est en tant que sportif amateur. Et après, en tant qu'ostéopathe, je suis des sportifs amateurs et des sportifs professionnels. Et c'est sûr que sur les dernières années, non seulement les programmes d'entraînement s'organisent différemment parce que du coup, ils vont moins s'entraîner sur les pics de chaleur, sur les pics de pollution. Ils s'organisent à s'entraîner plus le matin, plus le soir tardivement pour éviter les grandes chaleurs, surtout de juin à septembre. Quand on voit l'année dernière qu'au mois de juillet, on a eu à peu près une vingtaine de jours où dans une grande partie de la France, il y a eu des températures à plus de 35 degrés. C'est quand même traumatisant pour les organismes, même pour les sportifs amateurs. Et sur une sortie longue d'1h20, 1h30 ou voire même 2h, c'est assez compliqué d'être en toute sécurité pour un sportif amateur ou de haut niveau. Donc moi, c'est sûr qu'en tant qu'ostéopathe, j'avertis et je sensibilise les sportifs que je suis à être vigilant par rapport à ça. Non seulement la pollution de l'air, mais surtout les facteurs environnementaux de température et autres. Mais c'est très juste ce que tu dis, et le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que c'est un sujet qui arrivera plus tard, sauf que c'est actuel et on peut le constater notamment sur l'impact que ça peut avoir sur les compétitions. Je vais vous donner un exemple. Il y a un marathon qui est très célèbre, très connu, c'est le marathon de Berlin, parce que le marathon de Berlin il a lieu en septembre. Et en septembre, ça implique donc une préparation en juillet-août, donc en plein été. Et on a vu, les 2 derniers étés qu'on a eus ont été très chauds, surtout l'année dernière où on a presque battu les records de 2003, je crois même qu'ils ont été battus dans certaines villes, et surtout un été qui s'est prolongé jusqu'au mois de septembre. Alors c'est vrai que d'habitude fin août, ça y est, on commençait déjà à voir les températures qui baissent. Ce qui fait que de plus en plus de coureurs français préfèrent maintenant aller à Valence, le marathon de Valence qui connaît une expansion assez presque le deuxième marathon de France aujourd'hui, tellement qu'il y a de Français qui y vont. Et quand on les écoute, on dit tout simplement, en fait, Valence c'est en décembre, donc moi je vais m'entraîner sur l'automne, les températures sont beaucoup plus clémentes, et avant, oui, je serais allé à Berlin, mais maintenant, c'est plus possible. Toi, Fred, est-ce que tu coaches aussi des athlètes élites, des athlètes amateurs, mais des athlètes élites aussi? Est-ce que la manière aussi maintenant dont on va choisir la compétition à laquelle on va participer, on va faire attention à quand ça va avoir lieu, aux enjeux climatiques, alors qu'avant, c'était pas vraiment un sujet, quoi. Oui, il faisait chaud un peu en juin, en juillet, mais les saisons étaient bien définies. C'est clairement une question qu'on se pose parce que, en fait, quand on se fixe un objectif, et là je dirais quel que soit le niveau, qu'on soit un athlète élite, professionnel ou un athlète amateur, quand on se fixe un objectif, l'idée c'est de pouvoir le réaliser dans des conditions optimales et de l'atteindre. Et du coup, il faut bien se dire qu'il faut faire une sorte de rétro-planning et voir effectivement, dans quelles conditions on va pouvoir s'entraîner. Tu parlais du marathon de Berlin. Moi, lorsque j'ai des athlètes qui le programment à leur calendrier, entre guillemets, je les mets bien en garde en leur disant, bah voilà, nous, on est quand même dans un environnement très particulier. Va falloir aller s'entraîner tôt le matin en dehors de Paris, de la région, en région parisienne, parce qu'il y a quand même quelques zones forestières où on peut s'entraîner, mais il va falloir être prêt à faire cet effort. C'est-à-dire que si tu veux t'entraîner, par exemple, de manière très concrète, à 6h du matin pour pas avoir le pic de chaleur, mais que le lieu d'entraînement est à 45 minutes, tu vois à quelle heure ça t'impose de te lever. Et ça, ce sont des considérations qu'on n'avait pas forcément avant. Et du coup, qui impactent, parce qu'à un moment, si tu dois te lever à 3h du matin pendant 3 mois, parce que tu as des grosses séances, puisqu'une préparation marathon, c'est pas juste des footings de 45 minutes, 1 heure, il faut voir que ça peut impacter déjà ta qualité de sommeil, aussi ta vie professionnelle, puisque même les athlètes élites sont souvent semi-professionnels, donc ont une activité professionnelle, ta vie personnelle, la famille, la vie sociale. Donc, ce sont des éléments qu'il faut effectivement bien prendre en compte. Et comme tu le disais, un certain nombre d'athlètes, maintenant, préfèrent faire l'impasse sur ce type de marathon et de se dire, on va en préparer un de façon à ce que je puisse m'entraîner dans de bonnes conditions sans forcément avoir besoin d'aller faire 50 km et me lever à 3h du matin. C'est une réalité.
Et en termes de température optimale, si mes souvenirs sont bons, je pense que pour avoir la meilleure performance possible, je pense que la température optimale, elle n'est pas entre 20 et 30 degrés, elle est plutôt entre 8 et 10 pour avoir une hydratation et une perte en termes d'oligo-éléments dans la transpiration la plus optimale possible. Et je pense que la performance au niveau de l'organisme est plus pertinente à 8-10 degrés qu'à des températures au-delà de 20-30 degrés. Et on pourrait penser qu'on est plus confort à 20 degrés alors que c'est complètement faux. Et l'organisme, avec justement ces montées des températures, va réduire en capacité et en puissance, en longévité de l'effort. On verra justement tout à l'heure dans l'émission quel impact peut avoir justement sur la performance, parce qu'il y a aussi cette question qui est, je ne vais pas dire aussi importante que la santé, mais quand même, ça peut avoir son intérêt. Si on s'intéresse un petit peu plus, si on s'intéresse, Fred, un petit peu plus aux impacts au niveau de la santé des coureurs, parce que finalement, on n'est pas forcément au courant de qu'est-ce qu'on peut risquer si on s'entraîne pendant des pics de pollution. Si par exemple, on va cumuler, je suis livreur en vélo à Paris, puis je m'entraîne au marathon, je cours 150 km sur les quais. Si on est malheureusement plus exposé, très exposé à la pollution, qu'est-ce qu'on peut risquer? Qu'est-ce que ça peut être les impacts santé sur le coureur en particulier? Alors, il faut vraiment avoir en tête, très concrètement et très clairement, et là, il n'y a pas débat, enfin, à mon sens, il n'y a pas débat. Chaque polluant va avoir des effets néfastes sur l'organisme. Alors, on va pas faire la liste, sinon ça va être quelque peu long. Et anxiogène. Et anxiogène et rébarbatif, et on va perdre tout le monde. Mais on va prendre un polluant qui est quand même connu de tout le monde, en tout cas, son nom, c'est le monoxyde de carbone, qui est typiquement un polluant de zone urbaine. Et bien en fait, c'est un polluant très nocif, parce qu'en fait, il passe rapidement dans le sang et favorise la formation de ce qu'on appelle les carboxyhémoglobines. Parce qu'en fait, le monoxyde de carbone a une affinité 200 fois supérieure à celle de l'oxygène sur l'hémoglobine. Et ce qu'il faut bien comprendre, surtout quand on fait un sport d'endurance, en fait, l'hémoglobine sert à transporter l'oxygène dans le muscle pour produire l'énergie. Je ne vais pas refaire les cycles de Krebs et autres ici. Ce n'est pas l'idée, mais voilà, on sait que l'oxygène est fondamental à notre activité physique. Mais si la place de l'oxygène sur l'hémoglobine est prise par ce monoxyde de carbone, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir réaliser notre effort dans des conditions optimales. Et cela est d'autant plus préjudiciable pour la performance qu'en plus, ça génère aussi des céphalées, des somnolences, des troubles neurologiques. Donc voilà, c'est important, il faut bien l'avoir en tête. Pareil, le dioxyde d'azote, dioxyde de soufre ou l'ozone génèrent des problèmes de toux et des problèmes respiratoires assez intenses. Et moi, j'ai vu aussi se développer depuis 5-10 ans beaucoup d'athlètes qui développaient un asthme d'effort, qui n'étaient pas nés asthmatiques, on n'avait pas diagnostiqué comme asthmatiques, entre guillemets, de naissance, parce qu'ils avaient des problèmes de bronches qui n'étaient pas assez grandes, mais qui, du coup, du fait des polluants qu'ils inhalent à force d'années d'entraînement, ont irrité leur voie respiratoire et se retrouvent dans des situations où finalement ils doivent être traités comme s'ils avaient eu une maladie. Mais ça fait souvent sourire, parce que tu sais, il y a toujours cette un peu les cyclistes du Tour de France qui sont tous asthmatiques, parce qu'il y a aussi pas pour stigmatiser les cyclistes, mais il y a aussi des doutes sur le dopage. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sportifs. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utilisé comme un masquant au produit dopant, mais c'est une réalité. Il y a de plus en plus de sportifs, surtout ceux qui s'entraînent dans les grandes villes, qui développent de l'asthme. Et même si ça peut paraître contre-intuitif, on se dit, un athlète, il n'est pas asthmatique. Si, il y a plein d'athlètes qui développent de l'asthme, et même des athlètes de haut niveau. Et une des raisons qui peut l'expliquer, ça peut être la pollution. Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'asthme d'effort. Voilà, c'est quelqu'un qui est né totalement asthmatique et qui a eu son traitement depuis la naissance. Devient rarement, très, très, très honnêtement, devient rarement un athlète de haut niveau. Il peut faire du sport, mais devient rarement un athlète de haut niveau. Ça existe évidemment. Mais par contre, des athlètes qui n'avaient aucun problème de santé et développent cette pathologie-là, malheureusement, c'est de moins en moins rare. Et notamment aussi dans le domaine cycliste, que pour faire des bornes en vélo, faut être sur des routes. Donc, entre guillemets, sur certaines routes, tu as toujours la bouche dans les gaz d'échappement, tout simplement. Mais la pollution, elle va également aussi, ce qu'il faut bien avoir en tête, causer des complications cardiovasculaires.
Parce qu'en fait, on l'a vu, les substances polluantes sont à l'origine d'une augmentation significative des accidents cardiovasculaires, alors que ça soit sous forme d'infarctus du myocarde ou de mort subite ou d'accident vasculaire cérébral. Alors, je dis pas ça pour effrayer tout le monde, attention. Moi, j'ai jamais eu un athlète qui est décédé comme ça sur la piste, mais il faut en avoir conscience parce que il y a énormément d'études qui ont démontré une corrélation claire entre la pollution et les morts d'origine cardiaque, avec une relation linéaire notamment entre les expositions aux particules fines, les fameuses PM10 et 2,5, et ce type d'accident. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, parce qu'il y a une disparité entre les genres, c'est que les femmes paraissent plus sujettes aux complications sévères face à une exposition à ces fameuses particules fines PM. Mais je pense que c'est important de le souligner, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on entend très très peu finalement. Alors, quand on court, peut-être une fois par semaine, de temps en temps, mais si on va préparer par exemple un marathon, si on va préparer un marathon à Paris, dans une grande ville, et qu'on va courir peut-être 70, voire 100, voire 120, 130 km, là, ça peut devenir impactant. Est-ce que vraiment les coureurs ont cette information-là ? Moi, autour de moi, je connais plein de coureurs, par exemple, qui vont courir quand il y a des pics de pollution. Et pourtant, Fred le sait, c'est un entraîneur qui incite beaucoup ses athlètes à s'entraîner, à faire du sport. Il est très autodiscipliné. Mais concrètement, ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut impacter, les conséquences que ça peut avoir. Et donc, quand je leur dis non, mais attention, vous entraînez pas en ce moment, c'est pas une bonne idée. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un feignant, quoi, presque. Toi, est-ce que tu es au courant ? Est-ce que tu mesurais, par exemple, Nicolas, des risques que ça pouvait avoir quand on s'entraîne dans période de pollution ? Est-ce que tu avais cette information-là en tête ? En fait, j'ai l'idée là à l'esprit qui me vient, le témoignage d'un patient qui, pour le coup, habite en campagne la semaine, le week-end, avec sa famille, et la semaine, il part à Paris du lundi au vendredi. L'année dernière, il s'est remis à courir et il était en déplacement. Donc, quand il a repris après le confinement, il est revenu à Paris. Il a continué à courir la semaine et de plus en plus. Là, le soir, après avoir couru, il m'avait témoigné justement cette sensation de picotement dans la gorge et de douleur au niveau de la poitrine. Et justement, il était venu pour ça en consultation. Et le week-end, quand il courait, il n'avait pas cette sensation-là. Et donc, en me le disant, il s'est rendu compte que la différence entre les deux choses et les deux séances, c'était l'un, il était à Paris, en plein Paris où il courait 5, 10, 15 km. Et le week-end, mais il courait, il avait pas mal. Et donc, c'est manifestement... Après, j'ai pas fait des prélèvements, c'est pas mon métier. Je lui ai conseillé de consulter un pneumologue. Mais je pense, et je suis presque certain, que la cause était non seulement la température, parce que c'était en juin-juillet, et aussi les pics de pollution qu'on peut avoir quand il y a des pics de température à ces époques-là. Frédéric, pourquoi est-ce que les coureurs et les coureuses à pied sont peut-être plus exposés à ces problématiques par rapport à d'autres sportifs ? Pourquoi vraiment, quand on est un coureur, il faut être plus vigilant à ces pics de pollution par rapport à si on est, par exemple, un footballeur ou quelqu'un qui fait, je ne sais pas, du roller, quoi, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font du roller, évidemment. En fait, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est le phénomène d'hyperventilation lorsqu'on court. Déjà, lorsqu'on a besoin de faire entrer le maximum d'air dans notre organisme, à un moment, on ouvre la bouche. Et tu l'as très bien dit, la bouche n'a pas de filtre comme le nez. Et pour bien prendre conscience des volumes d'air qui peuvent être échangés, c'est qu'on va dire une personne qui est assise normale en situation, on va dire, de repos ou d'activité devant son ordinateur, par exemple, si elle travaille, va consommer 5 litres d'air par minute. Un athlète qui s'entraîne sur un effort intermittent violent peut monter à 200 litres par minute. Donc on voit bien que du coup, plus on fait rentrer d'air, et si cet air est beaucoup plus pollué, plus on fait rentrer de polluants à l'intérieur de son organisme. Et pour ça, pour bien symboliser cette problématique-là, je vais faire référence à une étude qui date de 1983. Donc c'était une époque où certainement la pollution était encore moindre que ce qu'on connaît actuellement. Dans le quartier de Manhattan, dans la ville de New York, qui est quand même donc, une mégalopole internationale, sur des joggers qui couraient 30 minutes. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'ils avaient des taux de concentration de carboxyhémoglobine comme s'ils avaient fumé 10 cigarettes dans les heures précédentes.
la mesure. Donc c'est assez terrifiant de se dire que finalement, on peut se dire je fume pas mais je cours et je me maintiens en bonne santé, mais si je cours pas dans les bonnes conditions, finalement peut-être autant que je me mette à la cigarette. Non, je plaisante, je vous incite pas à faire ça, mais c'est la morale de l'histoire. Il faut en fait bien prendre conscience que dans certaines situations, on va pas se faire du bien. Et idem, une autre étude a montré qu'avec un travail intermittent à haute intensité, on va dire l'inhalation de ces fameuses particules fines dont je parle depuis tout à l'heure, les fameuses PM, peut être multipliée par 4 à 5 à l'occasion de ces efforts-là. Donc il faut bien comprendre qu'on prend un vrai risque à faire du sport dans des situations extrêmes. Après, attention, moi je dis pas non plus qu'il est dangereux de courir à Paris ou dans des grandes métropoles, parce que tout d'abord, il y a un avantage qui est lié au fait d'avoir une activité physique et sportive. Il est encore très difficile de faire on va dire une sorte de classement bénéfice-risque entre avoir une activité physique dans un environnement pollué ou alors plutôt, par exemple, être sédentaire, être obèse, avoir des problématiques de tabac et d'alcool. C'est compliqué à mesurer toutes ces choses-là. Mais très concrètement, voilà, quand on vit dans un environnement urbain et on sait que ces phénomènes de pollution interviennent, on prend quand même garde à ne pas avoir une activité soutenue. C'est quand même les messages des autorités publiques sur cette question-là, à ne pas pratiquer à ce moment-là. Et t'en parlais, les coureurs, quel que soit leur niveau, ont des difficultés avec ça. Et même moi, les athlètes que j'entraîne, lorsqu'il y a pic, je leur dis ce soir, il n'y a pas entraînement. Ou si demain, par exemple, il y a entraînement, on se retrouve à 6h du matin. Parce que moi, ma responsabilité, elle se situe là. Si à un moment, vous voulez aller faire n'importe quoi, entre guillemets, vous êtes des grands garçons, je ne peux pas vous attacher, sinon je finirai en prison. Mais on doit aussi prendre nos responsabilités et avoir une préoccupation de santé des athlètes. 6h du matin, t'es dur avec tes athlètes. Tu peux les astreindre à s'entraîner, tout simplement. Je plaisante. Mais effectivement, c'est important pour nous d'essayer de passer ces messages-là, même si on a conscience qu'ils peuvent être anxiogènes. Je pense que la plupart des athlètes ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir de s'entraîner quand il y a un pic de pollution. Alors évidemment, le bénéfice de faire du sport, même dans une grande ville, sera toujours supérieur. Et la plupart du temps, heureusement, il n'y a pas des pics de pollution. Mais quand on est alerté par rapport à ça, c'est vraiment important que tout le monde puisse prendre conscience que ça peut être dangereux et surtout d'essayer de sensibiliser autour de vous sur ces problématiques-là. Et tous les entraînements ne sont pas forcément bénéfiques. Et justement, même quelqu'un qui voudrait s'entraîner, allez, il y a un pic de pollution, je vais m'entraîner, tu l'as dit, ça pourrait être équivalent à 10 cigarettes. Est-ce que ça ne va pas aussi atteindre notre performance ? Est-ce que si je vis à Paris, est-ce que je serai moins performant, je caricature, que si je vis à Limoges, avec tout le respect que j'ai pour Limoges ? Alors, après, ça dépend des conditions. Il ne faut pas non plus, je dirais, vivre sur un fantasme que d'un côté, il y a le monde urbain et de l'autre côté, le monde rural, et que le monde urbain serait hyper pollué, le monde rural totalement sain, parce qu'il y a ruralité et ruralité. Si vous êtes dans une zone rurale, mais d'agriculture intensive, vous pouvez avoir des niveaux de pollution qui sont liés aux productions intensives qui sont pratiquées, qui peuvent être tout aussi... Alors, ça ne sera pas les mêmes polluants, mais qui pourront être tout aussi dommageables pour la santé. Après, si vous vivez en plein massif du Vercors, à l'air libre, effectivement, l'air sera évidemment bien plus propice à la performance, parce que au-delà des effets délétères qu'on a déjà notés sur l'organisme, maintenant, on va s'intéresser à la performance. Et là, très rapidement, on a une étude qui a été réalisée chez 16 cyclistes de 20 ans qui ont pédalé dans 2 situations, en atmosphère pauvre en PM, ces fameuses particules fines, et en atmosphère riche, presque j'allais dire enrichie artificiellement. Alors c'était encadré, attention, on n'a pas mis en danger non plus les personnes qu'on a testées. Et on a remarqué une diminution de 3% de la performance, une diminution de 19% du flux artériel brachial. Alors le flux artériel, c'est le flux sanguin pour schématiser. Et une augmentation de 6% des pressions pulmonaires post-effort. Donc on voit que ça a des vraies conséquences, à la fois sur la performance et sur la santé. Et du coup, de manière un peu similaire, sur le plan des échanges gazeux, l'étude, elle a mis
en évidence une diminution assez nette de la bronchodilatation et de la fréquence cardiaque à l'effort, avec à la clé une survenue plus précoce du premier seuil ventilatoire. Alors par contre, la VO2, la fréquence respiratoire ne sont pas affectées, mais on voit qu'on a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de données qui sont des données et des indicateurs de performance qui sont affectés par des conditions dites polluantes. Merci infiniment, Fred, pour toutes ces explications. Encore une fois, soyez vigilants sur les pics de pollution si vous devez retenir quelque chose de tout cet échange. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à comment nous, les coureurs, on peut agir aussi pour défendre la nature. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission, puisque les coureurs peuvent avoir un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique et de l'amélioration de la qualité de l'air. On l'a vu, tous les sportifs sont concernés par le réchauffement climatique, mais pas tous se sentent encore concernés. Donc, c'est important de ressouligner ça. Nicolas, toi, est-ce que tu penses que la course à pied a des responsabilités plus importantes que les autres sports dans cette action-là? Est-ce que les coureurs doivent vraiment s'intéresser à ces enjeux? Alors, est-ce qu'elle a une responsabilité plus importante? Je dirais non. Je pense que tous les sportifs ont une responsabilité, comme tout citoyen. Et après, est-ce que les coureurs à pied se rendent plus compte de l'impact de l'humain sur la planète? Je pense que oui, comme tout autre sport où vous parcourez des kilomètres et des kilomètres. Quand vous allez dans un stade de foot ou un stade de hand où vous vous entraînez, vous allez voir que le stade. Quand vous vous entraînez soit en vélo, en trail ou en running, forcément, vous allez parcourir plus de chemin et là, vous allez voir un tas d'exemples de pollution, que ce soit au niveau des végétaux, au niveau de la présence de déchets, au niveau de la pollution des ruisseaux, des fleuves, de la mer. Et donc, en fait, je pense que ça fait partie d'un ensemble de groupes de sport où on est plus confronté à la nature et à l'impact que l'humain peut avoir sur la planète. Quand vous êtes dans un milieu confiné comme un stade ou un vélodrome ou un stade de basket, vous êtes moins en confrontation directe. Alors, quand vous allez au stade, oui, vous êtes en confrontation, mais au sein même de votre sport, vous n'êtes pas en confrontation directe. Alors que quand vous allez faire un parcours vélo ou vous allez faire un trail, là, vous êtes en confrontation aux déchets que vous allez pouvoir voir ou même tout autre type de pollution. Alors justement, toi, tu as fondé l'association Run Eco Team qui lutte justement contre tous ces déchets qu'on peut voir dans la nature. Et malheureusement, avec les masques, je pense que s'il y a des coureurs dans la salle et qui nous écoutent, en forêt, même au fin fond de la forêt, maintenant, on retrouve des masques à usage unique. Donc, c'est malheureusement un problème qui s'accentue. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu cette idée, donc cette idée d'utiliser son jogging, sa séance de jogging à l'allure fondamentale, donc on doit courir pas très très vite, l'idée c'est de faire des bornes. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour peut-être ramasser des déchets? Comment c'était venu cette idée-là? Il y a plusieurs années, parce que je crois que tu as lancé ça il y a presque une dizaine, 5 ans maintenant, ouais. 2015, juillet 2015, où j'ai commencé à courir en fait avec ma femme. On a appris qu'elle était enceinte et donc du coup qu'on allait avoir un enfant. À l'époque, j'étais pas très sportif, j'avais mis un peu le sport de côté dans ma vie et donc je me suis mis à courir et au fur et à mesure de mes sorties running, j'ai vu qu'il y avait des déchets. Et j'ai rien inventé parce qu'il y a tout un tas de personnes qui courent et qui ramassent des déchets, qui marchent, qui ramassent des déchets. Et donc, du coup, je me suis mis à courir et ramasser les déchets et les mettre sur les réseaux sociaux. Là, il y a eu beaucoup d'interactions, de commentaires. J'ai créé le groupe Run Eco Team qui est devenu une association parce que très rapidement, on est passé de moi tout seul à 1200 membres au début en l'espace de 4 mois. Et on était présent dans 24 pays, je crois, sur les 1200 membres. Donc, c'est pas énorme, mais on avait beaucoup de monde en termes géographiques. Et après, ensuite, on a eu le soutien de Mark Zuckerberg qui a fait une vidéo 7 mois après la création du groupe sur mon histoire qui m'a amené à créer Run Eco Team. Et ensuite, c'est parti. Et maintenant, on crée des projets non seulement pour convaincre un maximum de coureurs. Maintenant, moi, je fais du triathlon, je prépare un Ironman pour convaincre un maximum de triathlètes. Et aussi, en parallèle de ça, on fait des projets avec la Run Eco Team Éducation qui a été créée par l'un de nos membres, Patrick Buskert, qui est le principe même, c'est tout simplement de sensibiliser les enfants de la maternelle à l'université en faisant un cours théorique sur la pollution que l'humain peut avoir sur la nature. Et ensuite, on symbolise ce cours-là théorique qu'on a fait avec les enseignants par un Run Eco qu'on fait 10-15 jours après ce cours théorique-là. Et c'est en sensibilisant la jeunesse, les enfants, les jeunes adolescents, qu'on arrivera à motiver un maximum de monde à faire du sport.
tout simplement déjà, dans un premier temps, et ensuite à préserver la nature en faisant du sport. Et c'est notre cheval de bataille. C'est pour ça qu'on travaille avec plein des institutionnels, des partenaires, des marques, pour sensibiliser leurs clients, leurs salariés à protéger la planète en faisant du sport. Félicitations pour cet engagement. On va revenir un peu sur à comment tout ça a évolué et jusqu'où ça t'a amené finalement, parce que c'est une démarche assez simple de quelqu'un qui va courir pour essayer de perdre du poids, qui ramasse un déchet et une action assez simple. Et on va voir, ça t'a emmené, je crois, jusqu'à Palo Alto, rencontrer Mark Zuckerberg dans la Silicon Valley. Donc, on peut vraiment tous avoir un impact et impulser quelque chose, et ça l'a porté tous. Parce que je pense que tu t'imaginais pas que ça allait aujourd'hui, tu allais te retrouver au Parc des Princes pour parler de ton run que tu as fait quand tu essayais de perdre des kilos après avoir eu un enfant. Donc, c'est assez drôle. On peut croiser des déchets. Il y a quelque chose qui est encore peut-être plus violent quand on est un coureur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais moi, ça m'est déjà arrivé de courir en forêt dans un milieu magnifique et d'un seul coup tomber sur une décharge à ciel ouvert. Alors là, il ne suffit pas malheureusement de se rabasser pour prendre dans sa poche et le jeter dans une prochaine poubelle, parce qu'il y a des ordures qui sont souvent conséquents. Et souvent, on peut se sentir désarmé. Souvent, on peut juste être révolté par rapport à ça, parce que c'est révoltant de se dire comment certaines personnes ont si peu de conscience et se rendent pas compte aussi de l'acte que peut avoir ça. Et on repart, on porte ça en nous. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et voilà, j'y pense et ça me donne aussi un sentiment d'énervement, de dégoût. Et on se sent surtout impuissant. On ne sait pas quoi faire. On rentre avec ça et on sait que ces déchets vont rester malheureusement dans cette nature avant que quelqu'un s'en rende compte et vienne les débarrasser. Benoît, justement, toi, tu es parti de ce constat-là pour essayer de donner un peu une arme à tous ces coureurs d'outdoor. Tu as développé l'application, je ne sais pas, le Suricat. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et surtout nous expliquer de quoi il s'agit et surtout comment est-ce que maintenant on peut se battre quand on tombe sur une décharge à ciel ouvert? Alors effectivement, au ministère des Sports, on a développé donc le dispositif Suricat, un site internet et une application mobile. Et en fait, par rapport à une initiative comme Nicolas, nous, on vient en complément et comme tu l'as dit, on fait une activité sportive, alors que ça soit de la course à pied, mais aussi toutes les autres activités, tous les autres sports de nature. Tomber sur une voiture abandonnée, on va pas pouvoir la mettre dans la poche pour la ramener. Là, il va falloir qu'on soit aidé, en particulier par du coup, des collectivités qui vont intervenir. Et nous, le dispositif Suricat, il a été mis en place pour créer un lien entre les pratiquants des sports de nature et les autorités qui peuvent agir pour régler du coup ces situations problématiques. Et donc, finalement, en tant que pratiquant, on constate un problème de pollution, par exemple. On sort son smartphone, on va géolocaliser l'incident, on va faire une description, on remplit un petit formulaire. Éventuellement, on peut faire une ou deux photos. Et quand on appuie sur envoyer, cette information-là, ce signalement-là, est communiqué automatiquement à des administrateurs qui sont concernés. Donc, c'est des administrateurs qui sont issus des collectivités territoriales, des fédérations sportives, des services de l'État jeunesse et sport et des gestionnaires d'espaces naturels. Pour savoir, actuellement, on a plus de 600 administrateurs répartis sur l'ensemble du territoire national. Du coup, quand on a fait du coup, ce signalement, une fois que le signalement est pris en charge et en cours de traitement, résolu ou classé sans suite, on est averti via notre système que le signalement qu'on a fait il y a 15 jours sur un dépôt sauvage, il est en cours de traitement. Il a été communiqué au service technique de la commune. Et ensuite, une fois que les agents techniques sont intervenus, ils mettent à jour du coup, le système et on reçoit une notification comme quoi le signalement est résolu de cette manière-là. Donc on est vraiment on essaye nous d'engager les pratiquants sportifs à faire cette veille sur effectivement les incidents qui sont de nature qu'on ne peut pas nous-mêmes résoudre en tant que pratiquants. Donc ça vient bien, je trouve, en complément
de l'action de Nicolas. C'est bravo parce que c'est assez incroyable ce que vous avez réussi à mettre en place, parce que j'imagine que c'est une équipe assez complète. Ça doit aussi être assez difficile parce que quand on raconte ça, ça paraît assez simple, mais j'imagine que mettre en relation, créer la technologie, prévenir, en fait, il y a plein de choses cachées qu'on ne voit pas dans les angles morts, mais ça peut vite devenir aussi s'assurer que l'information soit prise en compte. Concrètement, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées, que tu rencontres encore avec Suricat, et surtout, de quoi tu as besoin pour te développer encore plus? Moi, j'ai été complètement séduit par Suricat quand on me l'a présenté, et j'en ai parlé autour de moi, mais malheureusement, peu de coureurs, peu de sportifs ou des VTTistes encore sont au courant d'un dispositif comme ça. Donc concrètement, si on veut t'aider, si on veut, de quoi est-ce que vous avez besoin pour développer ça encore plus? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la force de Suricat, c'est cette capacité de prise en charge et de résolution des signalements. C'est-à-dire qu'on a construit un système avec un réseau d'administrateurs qui va apporter des réponses. Si on n'avait pas construit cette partie-là du dispositif, même moi, j'utiliserais Suricat. Si je n'ai pas d'informations, je fais un signalement, il n'est jamais pris en compte. On ne sait pas si ça a été traité ou pas traité. Ça serait légitime de me poser la question, de me dire, mais finalement, ce truc-là du ministère des Sports, piloté par le Pôle Ressources Nationales Sport de Nature, bon, merci pour le dispositif d'État, mais c'est encore un truc qui ne marche pas. Donc, on a préféré d'abord consolider ce réseau d'administrateurs, vraiment augmenter cette capacité de prise en charge des signalements, et ensuite, en parallèle, faire la promotion de ce dispositif auprès des pratiquants. Juste pour vous donner quelques chiffres, effectivement, c'est un dispositif qui est encore confidentiel. L'année dernière, il y a eu plus de 1800 personnes qui ont fait des signalements Suricat. Sur la dernière étude qu'on a, nous, au ministère des Sports, c'est 34 millions de pratiquants des sports de nature. Donc on voit que l'écart, il y a encore une belle marge, mais du coup, maintenant, on est en capacité de pouvoir recevoir de plus en plus de signalements, donc que cet outil puisse être utilisé par le plus grand nombre de pratiquants des sports de nature. Alors comment on fait si on veut rejoindre le réseau Suricat? Il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, là peut-être en courant et qui sont tombés sur une décharge clandestine. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ça se passe pour le signaler? Est-ce qu'il faut télécharger quelque chose? Alors effectivement, deux solutions. C'est le site internet sentinelle.sportdenature.fr qui est donc le site web de Suricat, où on peut remplir le formulaire, cliquer sur une carte IGN pour localiser de manière très précisément du coup l'incident. Et cette localisation précise est importante puisque c'est ce qui permet, entre autres, aux administrateurs d'identifier et de pouvoir intervenir de manière pertinente sur le terrain. Et ou sinon, télécharger l'application mobile Suricat qui est dispo sur Apple et Android. Voilà les deux éléments, et sachant qu'on travaille actuellement avec des applications partenaires, en particulier Visorando, donc c'est pas une application qui est à destination des coureurs mais plutôt des randonneurs, mais on a des discussions aussi avec d'autres applications qui sont plus destinées du coup aux pratiquants de la course à pied pour qu'elles puissent intégrer du coup Suricat dans leur application et que finalement le pratiquant ne soit pas obligé d'utiliser l'application Suricat qui est spécifique, mais bien qu'il puisse retrouver finalement une fonctionnalité signalement sur les parcours qu'il va télécharger qui va courir. Donc j'aurais envie de dire, s'il y a on va dire des propriétaires, des marques qui ont des applications et qui souhaitent du coup intégrer ce service Suricat, on a les éléments techniques via une API de pouvoir l'intégrer du coup sur n'importe quelle plateforme actuellement en ligne. C'est qu'il y a Strava avant toi qui était présent. Donc, alors, la particularité, c'est que le dispositif Suricat, c'est un dispositif qui est national, donc qui ne fonctionne pas actuellement en dehors du territoire national, en dehors de la France. Mais néanmoins, la technique pourrait tout à fait s'adapter sur des pays qui seraient intéressés. Du moins, le système et le process peut être partagé sur des pays étrangers sans aucun souci. On l'a vu, chaque coureur, chaque coureuse peut agir à son échelle, à sa valeur. C'est vrai que des fois, on peut penser qu'on a des actions qui sont limitées et qu'on est spectateur et qu'on ne peut rien faire. On le voit que non. Ton histoire, Nicolas, elle est assez symbolique par rapport à ça. On peut tous, à notre manière, agir. On peut tous
pas uniquement chercher des cômes quand on va courir, on peut aussi se rendre utile et avoir des actions citoyennes. Je disais tout à l'heure, tu as rencontré le fondateur de Facebook. Il t'a invité à Palo Alto. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que finalement, j'ai presque envie de dire que ton initiative t'a largement dépassé. Ça a atteint des niveaux que jamais tu aurais pu croire. Donc, comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce que tu crois qui a fait la différence dans ton histoire? Je pense en fait, moi, quand je me suis mis à courir et ramasser des déchets, mon objectif, c'était pas d'en faire un métier, d'être influenceur ou sportif de haut niveau. Je suis toujours ostéopathe et je resterai toujours ostéopathe. Et toutes mes actions au Run Eco Team, elles sont bénévoles, comme tous les membres de Run Eco Team sont intégralement bénévoles. Et quand Facebook nous a contactés, la première chose qu'ils nous ont demandé est-ce qu'on était soit un parti politique ou soit une entreprise. Je leur ai dit non, on est juste un groupe Facebook, on n'est même pas une association. À l'époque, on n'était pas une association, c'était le 14 juillet 2016. Et donc, du coup, je pense que c'était cette innocence-là, de ne pas avoir de projet et de rentabilité ou quoi que ce soit, qui les a séduits et qui après a permis non seulement de collaborer avec eux, d'être en partenariat avec eux sur des actions, sur la promotion de nos événements, parce que nos événements sont intégralement bénévoles. On est tout le temps bénévoles. On organise là justement, tout à l'heure on était dans un reportage, on faisait un reportage et le journaliste nous a dit combien d'événements vous avez créé. On a créé en moins de 5 ans plus de 3000. Un peu partout dans le monde. On a 103 ambassadeurs dans le monde. Le visage de Run Eco Team, entre guillemets, là, quand je vous parle, c'est moi, mais dans tous les pays du monde où on est présent, ou les petites villes où on est présent, le visage de Run Eco Team, c'est l'ambassadeur local, l'ambassadeur du pays. C'est pas moi, je me déplace pas. Et je pense qu'on est toute une armée de petits soldats, entre guillemets, sportifs, amateurs, à notre humble niveau, qui agissons pour la planète, qui créons des événements. Et c'est cette organisation-là qui séduit non seulement Facebook, et en l'occurrence Mark Zuckerberg, et qui séduit après les marques avec lesquelles on travaille quand on organise des événements un peu partout en France et sur la planète. Est-ce que c'est un runner, Mark Zuckerberg? Est-ce que c'est par les courses à pied un peu? Alors, de la même année où moi j'ai couru et je faisais un déchet avec la Run Eco Team, lui faisait un jour un miles pour justement promouvoir la reprise de l'activité sportive pour surtout les gens qui habitaient aux États-Unis. Et donc du coup, il avait créé le groupe A Year of Running. Et il court beaucoup, oui, effectivement, il court beaucoup. Mais après, c'est une personne comme une autre. Enfin, c'est pas. Il court, chaque pas est une foulée et chaque kilomètre est un pas vers la fin de la course. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Et dans un autre podcast du Paris Running Festival, on a reçu Xavier Thévenard qui, lui, sensibilisait les coureurs en disant attention, n'attendez pas uniquement, en tout cas, que ça vienne des pouvoirs publics, des politiques. C'est à nous, en tant que citoyens, d'agir. C'est à nous de prendre des initiatives. C'est à nous de nous impliquer parce que le travail, personne ne va le faire à notre place, quoi. Et t'en es le concret exemple, c'est-à-dire que on doit aussi se bouger, on doit aussi prendre des initiatives. Donc, bravo. Et si toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie aussi de mener des actions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter ou à contacter Nicolas ou Benoît. Je pense que vous êtes facilement joignables et que vous êtes à l'écoute de toutes les idées, parce qu'on aura besoin de tout le monde, en tout cas, dans cette lutte-là. Et ça doit venir des citoyens, des coureurs, amateurs, professionnels. Tout le monde peut avoir un impact. Vous en êtes la démonstration. Xavier Thévenard a beaucoup aussi contribué à se reposer des questions sur quand on va courir, est-ce qu'il faut courir tous les grands marathons dans le monde avec un impact carbone? Personne ne se posait ces questions-là. Même moi, j'aurais rêvé d'aller dans toutes les grandes villes du monde courir un marathon et d'avoir cette réflexion-là et de se dire est-ce que vraiment c'est comme ça que je vois ma pratique sportive? Les gens n'ont pas forcément ce réflexe-là. Moi, je ne l'avais pas. Et donc, c'est ça qui permet de créer des échanges. Donc bravo. Et donc, voilà, il faut continuer ça. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous êtes sur les réseaux, sur Facebook, je présume, Nicolas? Facebook et Instagram, et puis LinkedIn, où on communique sur nos opérations, que ce soit dans les écoles ou même sur le terrain avec les bénévoles. Et Benoît, si on veut partager des choses, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, LinkedIn peut-être, les réseaux professionnels? Alors LinkedIn, oui. Et sinon, du coup, retrouver sur ICAT sur le site internet. Super. Fred, avant de se quitter,
J'aimerais Est-ce qu'il existe je sais pas, il y a des techniques, des méthodes, mais est-ce que tu peux nous donner des conseils si voilà, on doit s'entraîner dans des environnements un petit peu plus pollués? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Comment on peut peut-être aussi adapter nos entraînements? Est-ce qu'il existe des solutions? Quelle stratégie on doit avoir? Voilà, c'est quoi tes bons tuyaux? Qu'est-ce que tu conseilles à tes athlètes, toi, quand il y a des pics de pollution? Alors, c'est très simple à mettre en place et je pense que tout le monde en est capable si on veut pouvoir pratiquer la course dans des bonnes conditions. Déjà, on va éviter les terrains qui sont en bordure de périph', de rocades, des grands boulevards ou même des fois dans les villes, ce qu'on appelle les rues canyons, les rues un peu encaissées qui concentrent un peu la pollution. Évidemment, vous l'aurez compris, suite à mes différentes interventions dans le cadre de cet échange, ne pas pratiquer de sport et surtout intense en cas de pic de chaleur très importante ou de froid très important, parce que l'hiver a aussi son type de pollution qui est tout aussi nocif. Donc vraiment, prêtez attention aux messages des autorités publiques qui ne sont pas juste là pour effrayer et restreindre. Il y a une vraie question de santé publique. Donc du coup, prendre l'habitude de se renseigner sur la qualité de l'air. Il y a tout un tas d'applications qui existent, donc je ne ferai pas la promotion d'une ou de l'autre, mais il y en a un certain nombre qui sont très efficaces, donc n'hésitez pas, regardez, renseignez-vous. Pour celles et ceux qui ne feraient qu'une sortie running ou vélo par semaine, privilégiez le dimanche, évidemment, parce que c'est du fait du ralentissement de l'activité économique, industrielle et aussi des déplacements, l'air est de meilleure qualité. Et de manière assez simple, l'entraînement le matin, même s'il peut nous obliger à nous lever plus tôt, se fera dans de meilleures conditions parce que l'air au petit matin, quoi qu'il arrive, est de meilleure qualité, notamment en zone urbaine. Après, vraiment, si vous n'avez pas le choix et que vous pouvez être, entre guillemets, contraint de pratiquer dans un environnement pollué, il existe des masques anti-pollution. Alors, on a pris l'habitude, de manière un peu contrainte, depuis un an, de porter des masques. Donc, peut-être que ça sera plus facile maintenant de faire du sport avec des masques, je n'en sais rien. Mais à savoir que ces masques anti-pollution ne filtrent pas toutes les particules. Et notamment pour les fameuses particules fines, ne filtrent pas en dessous de PM 2,5. Donc, ça réduit, on va dire, l'ingestion de matières et produits polluants, mais ça ne les amène pas à zéro, évidemment. Donc, le mieux, c'est d'aller au moment où c'est favorable. Et si c'est pas possible, c'est pas grave, vous y allez pas, il y aura un autre jour qui sera bien meilleur. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs et nos auditrices de s'inscrire à la newsletter Rocco Santé. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une newsletter où on va être informé de la qualité de l'air et notamment dans le cadre de la pratique sportive. Donc, on la reçoit directement sur sa boîte mail et on peut avoir les informations intéressantes aussi. Donc, voilà, ça, c'est un petit geste, au moins on peut être informé. Merci infiniment, Nicolas, Benoît, merci Fred pour cet éclairage. N'hésitez pas à parler autour de vous de Suricat, de Run Eco Team. C'est comme ça aussi, c'est le meilleur moyen de faire connaître ces applications. Donc, si vous avez des amis, des coureurs, parlez-leur de ces initiatives. On peut tous agir. On a besoin de vous. Donc, plus qu'à vous de jouer maintenant. Merci infiniment à iRun.fr et On Running d'avoir été les parrains et d'avoir pu rendre cet événement possible. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bon entraînement.